tout couper pour se retrouver. Une retraite silencieuse de méditation au bout du monde, en Colombie. Est-ce la clé pour trouver la clarté, le bonheur, l'alignement, trouver sa mission de vie? Peut-être. Car dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Laisse-moi te répéter cette citation que j'aime beaucoup. Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Et si c'était la vérité? J'ai envie de te partager dans cet épisode mon aventure. 7 jours sans téléphone, sans internet, avec un programme cadré entre méditation, yoga et marche contemplative. Dans l'épisode précédent, numéro 69, je t'ai parlé de mon arrivée en Colombie après plusieurs mois difficiles. Une rupture qui m'a poussé à travailler beaucoup trop, à me perdre dans ma tristesse. J'ai décidé de partir et de prendre ma vie en main et d'être là, en Colombie. C'est un billet que j'ai pris 3 jours avant de partir. C'est parti sur un coup de tête, l'envie de décider que ça allait changer. Écoute l'épisode précédent si tu veux savoir comment ça s'est passé, ce début de séjour, de voyage en Colombie, comment j'ai pu me reconnecter à la vie, au lâcher-prise, aux rencontres et à la sexualité. Ouais. Merci pour tous vos commentaires d'ailleurs sur cet épisode. J'ai beaucoup aimé celui d'Enoch ou d'Enoch, je sais pas comment on prononce, mais enfin d'Enoch Musique, qui dit « Ça fait un peu podcast sex story. On veut du croustillant, Nico. » Ça m'a fait sourire, clairement, quand j'ai vu ce commentaire. Et honnêtement, même si, évidemment, moi, tout ce que je raconte, il y a des fins de développement personnel, de spiritualité, des clés qui, j'espère, vous apportent l'alignement, je veux être le plus honnête possible dans ces épisodes et je n'ai rien à cacher. L'authenticité est pour moi la clé vers la liberté personnelle. Et donc, si ça doit passer par certaines rencontres clés qui sont des rencontres, d'un point de vue quelque part sexuel. Si vous écoutez l'épisode précédent, vous comprendrez toute l'histoire. Je ne raconte pas ça pour raconter, je raconte ça parce que ça me permet d'avancer. Et donc, je veux vous partager ça avec honnêteté. Alors, dans cet épisode, fini les rencontres avec des inconnus sur des rooftops avec piscine ou les flirts dans la mer, dans l'océan. Ouais, non, on est plus vraiment là-dedans. C'est bien une retraite silencieuse dont je vais te parler aujourd'hui. Et tu vas voir, j'ai beaucoup de choses à te dire. Et je suis persuadé que ça risque de t'inspirer, peut-être même te pousser à venir en Colombie en faire une, ou tout simplement aller près de chez toi pour être au calme. Car si tu savais à quel point ça apporte des choses, et à quel point ça peut te challenger, tu vas tout savoir. Mais avant que je te raconte tout ça, et le détail, parce que j'ai envie de te raconter aussi où ça a été fait, combien ça coûte, etc. J'imagine que ça t'intéresse. Je vais tout te dire. Mais avant ça, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est essentiel. Ce podcast est gratuit. Ce podcast est entièrement gratuit. Je prends du temps pour partager et vraiment, juste les 4 secondes que ça va te prendre de laisser 4 étoiles, non, 5 5 étoiles, un commentaire, que ce soit sur YouTube, mais sur Apple Podcast ou Spotify, il me semble que tu peux le faire, mais Spotify, 5 étoiles, ça prend 2 secondes. Franchement, fais-le s'il te plaît. Moi, tu vois, je lis vos commentaires. Là, j'ai récupéré ce petit commentaire qui m'a fait sourire, mais je les ai tous lus et j'adore ça. J'adore voir que vous êtes là, que vous m'écoutez et de voir que ça puisse faire écho. D'ailleurs, envoyez-moi des messages sur Insta. Je les lis tous. En ce moment, c'est compliqué parce qu'en étant en voyage, j'en reçois beaucoup et j'ai pas le temps de répondre à tous, mais je vais répondre à tous les messages, donc n'hésitez pas. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors du coup, cette retraite silencieuse de méditation était le point de départ parce que quand j'ai décidé de partir, pour moi, j'étais tellement arrivé à un trop-plein mental en France que je voulais tout arrêter et partir faire du vide, partir vers le silence. Donc avant de choisir la Colombie, ça a été surtout où est-ce que je pouvais faire une retraite silencieuse à l'étranger. Je voulais me déconnecter, je voulais pas la faire en France. Quand j'ai décidé que c'était en Amérique du Sud, ça m'a permis de regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait. Et pour être honnête, c'est sur Google, simplement, que je l'ai trouvé. C'est pas par recommandation. C'était excessivement bien noté. J'ai fait plusieurs retraites comme ça, un peu retraites silencieuses, Brésil, Argentine, Colombie. C'est tombé sur la Colombie. Ça m'a inspiré. Les avis, les photos, le site internet. Ouais, c'est du marketing. Le marketing de cette retraite, entre guillemets, m'a inspiré au point que j'ai booké avec eux. Faut savoir qu'une retraite comme celle-là, aujourd'hui, est à la mode. On va pas se mentir, la spiritualité, le développement personnel, la recherche personnelle, la recherche vers l'alignement
Bah, ça coûte de l'argent. Ouais, bah oui. Euh, Moi, ça, c'est pas trop dérangeant. À partir du moment où on a de la qualité, je suis OK finalement pour payer parce que si ça m'apporte et si ça me permet d'avancer, eh ben, quelque part, euh, bah, tout a un prix, hein, en vrai. Ou alors, on loue une ferme sur Airbnb pas trop cher au milieu des champs et on se fait sa propre retraite. Là, en l'occurrence, je voulais quelque chose de cadré et ce cadre a un prix. J'imagine que ça t'intéresse. Le prix de cette retraite n'est pas donné. On était pour des chambres de 4, donc qui sont pas des chambres privatives, hein, on est vraiment sur des chambres collectives. On était à 700 $. Donc on est à peu près entre 600 et 700 euros hein, dans l'idée pour une semaine. Et ensuite, on passait à des chambres privatives. Il y en avait une avec balcon partagé et donc 2 petites chambres collées, on va dire. Donc l'intimité, on a son intimité, mais on est, on va dire, dans deux chambres collées, quoi, avec salle de bain privative, mais quand même. Là, on était à 1080 $, donc 1050 euros. Et pour la chambre de luxe, avec vraiment son propre bungalow, tranquille, dans un coin entouré de nature, avec son lit king size énorme et une petite salle de méditation avec un fauteuil, une vue sur la jungle, vraiment quelque chose de très cocooning. On était à un peu plus de 1200 $, donc bon, on va arrondir à 1200 euros. On va pas se mentir, c'est un budget. Et vraiment, quand je suis parti en Colombie, pour moi, c'est ce qui allait être mon plus gros budget. Or, c'est vrai que un voyager coûte de l'argent quand même, et forcément, c'est pas donné quoi. Maintenant, je sais aussi pourquoi je paye quand je vais dans ce genre d'endroit. Je paye pour la qualité et je vais t'en parler, mais je pense là-dessus avoir eu un très bon rapport qualité-prix. Je ne suis absolument pas choqué des prix, surtout quand on voit ce qui se fait en France aussi. Hein. J'ai déjà fait une retraite silencieuse en France. C'était un peu moins cher, mais c'était aussi que 5 jours et non 7. Donc c'est assez cohérent parce que au final, moi j'ai eu la chambre à 1200 euros. Mais à la base, moi, je voulais cette chambre collée à l'autre à 1080. Et ça a été... en fait, elle a été prise juste avant que je confirme. Donc, on a négocié, enfin, j'ai négocié, disons qu'ils m'ont proposé de me faire la chambre de luxe, entre guillemets, ce bungalow vraiment entouré de nature avec sa propre petite salle, salon de méditation et cet énorme lit ultra confortable. Au lieu de la faire à 1200, ils me l'ont fait à 1080. Donc, c'était pour moi aussi un avantage. Dans une retraite silencieuse, à mon sens, à aucun cas je ne voulais être avec des gens puisque je voulais me retrouver moi et je ne voulais pas être confronté aux autres. Et tu vas voir d'ailleurs dans cet épisode que malgré tout, j'ai dû être confronté aux autres et ça m'a challengé énormément. Donc cette retraite, à quoi ressemble une journée ? La journée, si tu veux, 6h, 8h, méditation le matin. À 8h, petit déjeuner. À 10h, yoga. À 13h, déjeuner. 17h, 19h, méditation. Et on enchaînait avec le repas du soir à 19h. En général, à 20h, on avait terminé. Et moi, à 21h, je dormais hein, la plupart du temps. Ça, c'était le planning. Le planning officiel. C'est en tout cas la ligne conductrice de la semaine. Ce que finalement j'ai découvert, c'est que de 6h à 8h, Pema, qui est celui qui a créé le centre, qui est un Allemand, qui a voyagé dans le monde et qui s'est formé au bouddhisme. Alors formé au bouddhisme, j'aime pas du tout, c'est très moche ce que je viens de dire. En tout cas, a embrassé la culture bouddhiste. Et pour le coup, il le fait pas à moitié. Il y a plein de fois où j'ai pas forcément adhéré. C'est pas que j'ai pas adhéré, mais je me suis pas retrouvé, en tout cas, dans cette croyance, culture, religion là. Ça me parlait pas, moi, dans mon monde au quotidien. Je vois pas comment je peux l'incarner. Je vais t'en parler un petit peu aussi dans l'épisode. Mais en tout cas, il a ouvert ce centre-là. Et finalement, à part le yoga de 10h à midi, qui était avec une prof, et Pema, donc le gourou du centre. Pareil, gourou, faut pas le voir de manière négative. Hein. C'est vraiment positif quand je dis ça. Celui qui gère le centre et qui fait les méditations, il était là de 17h à 19h. Mais finalement, il nous avait bien expliqué que de 6h à 8h, c'est comme bon vous semble. Si vous voulez dormir, vous dormez.
Mais bon, si vous êtes là, moi je vous suggère de continuer à pratiquer ce que je vous enseigne le soir. Et ben le matin de 6h à 8h, vous méditez, sachant que il nous avait bien expliqué, je veux pas vous imposer 2 heures de méditation non-stop. On n'est pas dans une retraite Vipassana. Vipassana, 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours. C'est quelque chose d'assez extrême. Je n'ai pas voulu le faire parce que je ne voulais pas me couper de la découverte du pays. Je pars pas à l'étranger pour m'enfermer 10 jours sans voir personne. Moi, je voulais vraiment incorporer une méditation plus cool, de réflexion avec de la marche. Et ça me semblait plus me correspondre. Donc, lui, il était très sûr que vous êtes assez grand pour savoir ce qui vous fait du bien. Et savoir comment vous voulez travailler cette méditation dans votre journée. Donc, il voulait pas imposer 2 heures d'un coup. Il trouvait que c'était beaucoup trop pour certaines personnes qui n'avaient jamais médité. Et ça, c'est pas mal. Parce que finalement, ça t'aide à te connecter à la méditation sans avoir une obligation de réussite absolue, mais de le faire à ta manière, petit à petit, pas après pas, finalement. On a une introduction qui est présente à la méditation. Toi, tu gères comme tu veux et tu as du temps de silence, etc. D'ailleurs, le temps de silence est obligatoire de... alors que je ne dise pas de bêtises, est obligatoire de 17h à midi. Normalement, c'est 10h, mais bon, le cours de yoga, même si la personne parle, nous, on parle pas, on va dire que... Voilà. Et le repas du midi est en silence. Mais allez, on va dire que de 14h à 17h, il y avait droit de parler dans la zone de là où on mangeait. Donc, moi, bon, là, je me suis dit, ouais, c'est pas silence à 100%, j'ai un peu peur de faire face à trop de bruit, à trop de personnes qui parlent, j'étais vraiment venu là pour retrouver le silence. Et tu vas voir que certaines fois, j'ai même dû mettre certains points sur certains i à certains moments. Petit blanc. Je réfléchis un peu à comment je vais te présenter ça. Si tu veux, tous les jours, j'ai écrit. J'aurais pu ne pas écrire, ne pas lire et être confronté à un silence, à un vide absolu. Or, je me suis dit que c'était important, là je le sentais. Encore une fois, l'idée est de faire quelque chose qui te fait du bien dans un cadre comme celui-là. On te propose un cadre, on te propose un planning. À toi d'articuler un peu ce qui te fera du bien et comment tu le sens. Reconnecter à ses envies, à ses émotions. Ça te permet aussi d'être beaucoup plus aligné dans tes actions et de ce que tu vas faire. Donc, je me suis dit que j'avais envie d'écrire. Donc, j'ai écrit pendant 7 jours. Pendant 7 jours, j'ai raconté mon quotidien dans un carnet et ça m'a fait énormément de bien, surtout que quand je le relis, là, je suis sorti il y a 3 heures de la retraite. Je vous fais vraiment l'épisode à chaud. Quand je suis quand je relis ce que j'ai écrit, je me rends compte à quel point j'ai pu avancer. Ce qui m'a fait le plus de bien, ça a été les marches contemplatives. En marche contemplative, je l'ai créé. C'est pas Pema qui, lors des méditations, enfin, il nous a dit que la méditation pouvait clairement se faire en marchant, si c'était d'une manière justement contemplative. Après, on n'est pas sortis ensemble pour nous montrer comment on faisait. Ça, de toute façon, tu peux, toi, n'importe où tu es, décider de sortir, sauf que tu n'es pas là pour marcher et faire du sport. Tu es là pour avancer à une vitesse extrêmement lente et te connecter à ce qui t'entoure. Dit comme ça peut paraître un peu simple, mais je t'assure que c'est la 2e fois. Enfin, si on compte un ashram fait en Inde il y a 8-9 ans, allez, la 3e fois que je fais de la marche contemplative vraiment consciente dans un cadre comme un ashram ou une retraite silencieuse, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est vraiment, c'est ce que je compte garder dans mon quotidien, même à Paris, je compte essayer de voir comment je peux mettre de la marche contemplative. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé à quel point, tout simplement, quand déjà t'arrêtes tout. Moi, c'était essentiel que mon téléphone était éteint au fond de mon sac. Dès le début. Pas de téléphone. Pas d'internet. Pas d'ordinateur. Mon ordinateur, je l'ai rangé à l'hôtel en partant. Je l'ai réouvert là pour regarder mes mails, etc. en revenant. C'est-à-dire que mon ordinateur n'a pas bougé de mon sac durant cette retraite.
C'était essentiel. Et en fait, qu'est-ce qu'apporte le vide? Dans un cadre comme celui-là, le but, c'est de reconnecter au silence et au vide. Et qu'est-ce que ça là apporte? Ça apporte de la clarté. Mais une clarté dont tu n'as pas idée tant que tu ne fais pas l'expérience. Évidemment, je le savais avant de partir, mais il faut que j'expérimente pendant une semaine pour comprendre à quel point ce que j'ai expérimenté est précieux. Je trouve qu'aujourd'hui, on est addict à la vitesse de l'information, au téléphone, aux réseaux sociaux, à tout ce qui nous entoure, à la télévision. Je ne sais pas à quoi ressemble ton quotidien, mais si globalement tu vis une vie assez classique, logiquement, il y a quand même une forme de rapidité, de productivité, d'objectif qui est là. Et malheureusement, souvent ça nous coupe de qu'est-ce qu'on veut vraiment et de notre envie. Et dans cette retraite, là où j'ai trouvé des réponses, ça a été en marchant. Au début, je ne l'ai pas mis tout de suite dans mon quotidien, comme si j'avais oublié à quel point ça me faisait du bien. Et je pense que c'est au deuxième jour, donc je n'ai pas attendu longtemps non plus, j'ai fait cette première marche. En fait, le centre, on est vraiment dans un centre qui est très beau, pentu, puisqu'on est à flanc de colline. C'est magnifique, il y a une rivière, il y a des petites cascades, tout est très beau. C'est-à-dire que pareil, comme je l'ai dit au début, je tiens quand même à dire que oui, c'est un prix, mais le cadre est incroyable. Le bungalow où je suis resté, honnêtement, il était superbe, on s'y sent bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, allez, de toute façon, je suis honnête, hein, on est un peu sur une retraite de luxe, en vrai. On mange excessivement bien, la nourriture, c'est de la nourriture ayurvédique, c'est excessivement bon, c'est matin, midi, soir, c'est des légumes, c'est sain, c'est très bien cuisiné, et on ne mange jamais la même chose sur 3 repas par jour pendant 7 jours. Jamais on a mangé la même chose. Donc, on paye le cadre, on paye la qualité. Et en fait, cette retraite se trouve un peu perdue dans la montagne, et il y a un chemin qui mène à cette retraite, mais ce chemin, il continue dans la montagne. Donc c'est une sorte de chemin un peu de terre, avec des pierres, voilà, qui continue. Il n'y a quasi aucune voiture qui passe, et ce chemin, il monte et il se perd un peu dans la montagne. Donc honnêtement, j'ai jamais été jusqu'au bout de ce chemin, mais je sais qu'il pouvait être long, puisque j'ai quand même pas mal marché. Et c'est là où j'ai réalisé, si tu veux, que dans ces retraites silencieuses, ce qui est pour moi quelque chose d'extrêmement puissant, c'est d'aller marcher, et en marchant, de découvrir à quel point les informations tombent, à quel point j'arrive à avoir une conversation avec moi-même, que j'aurais tendance à appeler une conversation avec mon surmoi. C'était ce qui avait été dit dans ma précédente retraite en France, où c'est ce qu'on pourrait appeler le surmoi. Alors là, attention, je ne vais pas te... je sais pas, donc allez, c'est ma vérité, c'est ma croyance. Est-ce que c'est pas une vérité universelle que je te dis là? Je l'appelle comme ça, c'est-à-dire que c'est une conversation avec soi-même, mais pas le soi qui juge, pas le soi qui met des mais, pas le soi qui met des il faut, je dois. C'est comme ça, pas autrement. Il faut toujours. Non, c'est pas ce mental qui te crée des nœuds dans la tête. C'est réussir à connecter à cette partie de toi qui va te donner les réponses, toutes les réponses, avec fluidité. Je t'avouerai que quand tu arrives à connecter à ça, c'est génial, et c'est ce qui s'est passé quasi pendant une semaine. Ce que j'adorais faire, c'était le matin, les deux premiers jours, j'ai médité une bonne heure et demie les 2 premiers matins. C'est très bien, ça a permis de me calmer. Mais en fait, très vite, le matin, je méditais une demi-heure, 3/4 d'heure. Et j'allais marcher pendant 3/4 d'heure, 1 heure, avant le petit déjeuner de 8 heures. J'étais souvent levé vers 5h30 dans l'idée. Et vu qu'il fait jour à 5h45, à 5h45, tu peux faire ta vie. Et c'était ça qui était incroyable, c'était d'aller marcher vers 6h30, 7h, 7h plutôt d'ailleurs, et d'aller faire cette marche très lente, très très lente, où je regardais la vie, les arbres, les cailloux,
J'ai pu me retrouver à regarder pendant une demi-heure des fourmis qui transportaient des petites pétales qu'elles découpaient. Ouais, les fourmis découpaient des pétales de fleurs et les transportaient. J'ai été fasciné. Ça, c'est du contemplatif. Là, on n'est pas avec son téléphone à la main, on n'est pas en train de prendre des photos, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va manger le midi. Non, on est là, à regarder des fourmis pendant une demi-heure et se dire comment ces animaux sont fascinants. Et dans ces marches, en fait, à un moment donné, je me pose des questions sur ma vie, sur mes problématiques. Et les réponses viennent. J'ai envie de te montrer un exemple. Parce que, comme je t'ai dit, je notais tout. Tout a été noté dans un carnet. Et j'avais vraiment envie de ne pas oublier et de pouvoir noter les choses importantes. Donc, dès que je rentrais de ces marches, donc de ces pré-matinées, méditation, marche, je notais la conversation que j'avais eue avec moi-même et je notais l'intention de la journée. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. L'intention, c'est quelque chose que je veux absolument garder dans ma vie à venir, dans ma vie parisienne, parce que j'ai réalisé à quel point quand je pose une intention le matin, déjà l'intention elle est souvent intuitive, et dans cette intuitivité, l'intention se réalise. Bon, c'est pas de la magie ni de la sorcellerie, hein. Je pense que c'est tout simplement mon énergie qui tend vers quelque chose et du coup, en accueillant cette envie vers cette intention, eh ben, j'y vais naturellement. Bon. Donc tous les matins, je notais tout ça. Et pour te donner une idée, encore une fois, je partage des choses qui sont un peu personnelles. Je vais pas tout partager, bien sûr. Là, c'est pour te donner une idée. Je pose une question, j'ai une réponse. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que la réponse, tu vas voir, elle est extrêmement fluide. Donc par exemple, j'aime bien ce que j'ai marqué, conversation avec mon surmoi. Là, j'ai perdu la moitié des gens qui disent, mais le mec, il est complètement perché, en fait. 2 semaines avant, enfin, les 2 premières semaines, il nous parle de ses rencontres, de ses fleurs, du lâcher-prise, des bières au coucher du soleil, et de tout ça. Et puis là, il nous parle de ses conversations avec son surmoi et comment il mate des fourmis pendant une demi-heure qui découpent des pétales. Mais c'est ça, la vie. C'est en fait tout simplement... La vie n'est pas binaire. On peut boire des bières et faire des dates à l'étranger avec des charmants garçons. Comme on peut aller méditer. Tout est possible. Conversation avec mon surmoi. Donc, je te lis. Alors, c'est pas long, c'est juste pour te donner une idée. Tac, tac, tac. Ah bah oui, mais ça, hein, je commence par ça. Mais en fait, j'ai commencé à être très agacé parce que certaines personnes chuchotaient dans les périodes de silence. Et le téléphone n'était pas interdit, donc certaines personnes avaient leur téléphone pendant qu'on mangeait. Alors il n'y avait pas de bruit ni rien, mais moi je suis dans une retraite silencieuse les mecs. Je suis pas là pour être sur mon téléphone et je n'ai pas du tout envie de voir des gens autour de moi qui ont leur téléphone. Ça a été mon véritable challenge de la semaine. Ça a été l'acceptation des choses que je ne validais pas. Je ne comprenais pas d'ailleurs comment dans une retraite silencieuse on peut avoir son téléphone. Et tu vas voir à la fin, à quel point le jugement est lié au fait qu'on ne connaît pas la raison pour laquelle ces personnes ont peut-être leur téléphone. Ou la raison pourquoi une personne nous énerve quand on connaît sa vie. Ça, c'est intéressant, le jugement. Mais donc, j'avais eu cette conversation avec mon surmoi et je m'étais posé la question, pourquoi j'étais agacé ? Et là, j'ai cette réponse. Donc, c'est une conversation avec moi-même, mais c'est une réponse, tu vas voir, qui est extrêmement fluide. Et la réponse que j'ai eue, c'est « car tu étais fermé, jugeant, ton cœur n'était pas ouvert. Tu juges sans cesse, avec tes propres lunettes, mais tu oublies que chacun est différent. S'ils utilisent leur portable, c'est leur problème. Ils ont leur raison. Ben et Millie, qui était un couple présent, voyagent depuis plus de 5 mois. Alors, ils ont déjà déconnecté. C'est une information que j'avais eue. Et donc, oui, ils ont déjà déconnecté, pourquoi je juge ? Pourquoi je me ferme comme ça ? Question que je me suis posée. Car tu veux tout contrôler à ta manière. Tu ne laisses pas les chances, les portes ouvertes. Tu oublies sans cesse qu'on est différent et que ta façon de faire n'est pas universelle. Intéressant.
puis là, je m'étais posé aussi la question, mais comment continuer ce voyage? En faisant ce que tu as envie, ce qui te fait du bien. La retraite silencieuse, oui, mais pas comme ce que tu as fait en France. Accueille la nouveauté, accueille les différences et fais de ce voyage un voyage unique. Et je m'étais posé aussi la question, mais comment garder cette énergie à Paris? Ne te ferme pas. Vois du monde, connecte, élève ton énergie, va à la rencontre des autres. Enfermé chez toi, ça ne t'aide pas. Fais des dates, vois des amis. Voilà, ça te donne une idée. Quand je pose une question, j'ai comme cette réponse qui vient toute seule. C'est une conversation avec moi. Voilà à quoi me servent ces marches contemplatives. Et je te laisse imaginer 3/4 d'heure, 1 heure tous les matins où tu te poses des questions sur ta vie. Et ben, toutes les réponses venaient comme ça. Et je les écrivais au retour, juste avant le petit-déj. Et c'était extrêmement puissant. Donc voilà un petit peu pour le point marche contemplative. Je tiens à dire que les séances de méditation avec Pema à 17h ont été très challengeantes. Il se trouve que Pema enseigne le bouddhisme, la façon de méditer d'un point de vue bouddhiste. J'ai pas tout compris, j'ai pas tout saisi. On est très très loin, excessivement loin, des méditations façon petit bambou avec de la petite musique et de la flûte enchantée, quoi. Hein, on est très loin de tout ça. On est sur des méditations extrêmement posées, une voix très basse, tout en anglais. Hein. On a intérêt de maîtriser l'anglais aussi. Et des concepts, des points de vue, des choses. Par exemple, on a fait une méditation qu'on a travaillé pendant 2 heures sur la mort. Comment, dans une méditation, on crée sa propre mort pour se détacher des peurs dans la vie qui sont souvent liées à une éventuelle mort. C'était chelou, hein. Honnêtement, j'ai beau capter relativement bien l'anglais, là, à un moment donné, méditation sur la mort, pour créer sa propre mort, on n'est pas sur à ton enterrement, qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi pour refaire ta vie, tu vois, exemple tu sais, de choses un peu développement personnel. On est à ton enterrement, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait dans ta vie, écris-toi une lettre. Oui, on n'est pas là-dedans, là on est clairement sur tu vas méditer, donc c'était une méditation guidée extrêmement lente. Il pouvait dire une phrase et pendant 8 minutes, il ne se passe plus rien. Et il redisait une phrase. Mais tout était pour que tu rentres dans ta mort. J'ai pas saisi tout par cœur. Hein. Là, j'avais du mal à connecter. On a fait une méditation, pareil, guidée, très profonde sur comment pardonner à ses ennemis, aux gens qu'on n'aime pas et amener de la lumière sur eux. C'est un peu plus classique, mais la façon bouddhiste de le faire est quand même un peu perchée et j'ai pas tout capté. Et je me suis souvent pris des vents puisqu'il y avait des questions-réponses vers 18h20 en général, avant le repas de 19h. Et quand je posais une question, j'ai un podcast, hein, ça tu le sais, je fais des interviews. Et donc, mes questions sont souvent ouvertes, curieuses. C'est pour comprendre. Mais là, lui, il était axé sur le côté bouddhiste. Il était axé sur cet enseignement. Et je sais qu'au début de la retraite, je m'endormais. Méditation avec lui, les 2 premiers jours, je m'endormais. Méditation du matin, je m'endormais. C'est pour ça aussi qu'aller marcher me faisait du bien. Le 2e jour, je suis arrivé avec 10 minutes de retard au repas du midi parce que je m'étais endormi. Je m'endormais lors des méditations du yoga aussi. On terminait par des méditations. On a quand même beaucoup médité à la fin et je m'endormais. Les 2 premiers jours, c'était un peu catastrophique. Et je sais que j'avais posé la question à Pema. Faut imaginer, on est dans un lieu magnifique, entouré de verres, d'arbres, dans une espèce de salle où tout est en bois avec des ouvertures sur la jungle, des petites lampes feutrées autour de lui qui amènent une couleur très chaude, un énorme bambou, enfin pas bambou mais ces arbres là petits là qui grandissent, enfin, tac tac tac, bonsaï, enfin voilà, un Bouddha, des photos de ces mentors, de ces gourous en tout cas
bouddhiste, hein. Voilà, le lieu s'y prête. On est vraiment dans quelque chose déconnecté du monde. Le lieu est incroyable, hein, là-dessus. Et c'est vrai que j'avais posé la question, mais moi je m'endors pendant les méditations. Comment je fais? Et Pema m'avait regardé, et avec son calme absolu, hein, on dirait un sage, hein. Mais un sage façon bûcheron, les cheveux longs, attachés, genre un petit chignon, tu sais, comme les footballeurs. ou comme ouais, un bûcheron, quoi. Il avait un t-shirt blanc, un pantalon beige, il a un bras tout tatoué, et son autre bras, il y a un colibri dessus. Enfin, vraiment, on est dans... Voilà, il a des lunettes rondes, il doit avoir la quarantaine, il est plutôt beau, d'ailleurs, comme homme. Comme homme, ça se dit pas comme homme. Mais il a un côté bûcheron / hipster / gourou de méditation. Et avec son calme absolu, une voix posée, il me dit « Ben, bois plus de café avant de faire une méditation ou prends une douche froide. » Mais il le dit avec un sérieux qui cache un peu d'ironie, hein. Et là, tout le monde rigole. Et ça m'avance pas trop. Alors, il le dit sérieusement. Effectivement, moi je bois pas de café, mais j'ai commencé à boire du café du coup pour la première fois de ma vie lors de cette retraite, avant les méditations. J'ai vraiment écouté ce qu'il disait parce que les 2 premiers jours c'était compliqué. En fait, les méditations je les voyais pas, je dormais. Et bon, la douche froide, j'ai pas voulu forcément l'expérimenter, mais il a surtout dit beaucoup de personnes qui viennent dans des retraites silencieuses dorment au début. Pourquoi ? Parce que justement, je reprends un peu ce qu'on a dit au début de cet épisode. On vit dans une société surconnectée. On vit dans une société où on n'arrête jamais. Et quand tu te retrouves dans un endroit où tu n'as plus rien, t'as pas de télé, t'as pas d'ordinateur, t'as pas de téléphone, eh ben, il y a une forme de fatigue qui se fait ressentir. Et là où, quelque part, psychologiquement, j'ai quand même été très occupé ces derniers mois, au niveau du boulot, j'ai quand même été en surmenage. Les 2 dernières semaines en Colombie, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de rencontres. Ben, je me suis retrouvé là, j'étais crevé et j'avais envie de dormir. Donc, je dormais des fois à 20h15, les premiers jours en tout cas. 20h15, j'étais au lit et je me réveillais vers 5h30. Mais je dormais quand même pas mal, hein, 20h15, 5h30. Je veux dire, oui, je me levais tôt, mais enfin, vu l'heure où je me couche, c'était logique. Et donc, il faut imaginer que les 2 premiers jours, ben, je dormais pendant les méditations, je dormais avant de manger, je dormais à 20h15. Oui, mon corps, en fait, a besoin de dormir. À quel point vous avez conscience de ce que votre corps a besoin? Est-ce que si là, aujourd'hui, on vous mettait dans une retraite méditative, vous vous rendriez pas compte que, en fait, c'est peut-être pas le fait d'aller travailler de 7h du matin à 18h et d'aller au sport le soir et de voir des amis. Non, non. Mais peut-être que dans votre tête, vous êtes en surmenage. Peut-être que dans votre tête, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas dans ce que vous avez envie d'être, vous n'êtes pas dans votre envie la plus profonde et votre corps vous laisse faire. Et en fait, si on mettait un stop, un arrêt, une pause sur qui vous êtes, ben peut-être que vous vous rendriez compte à quel point vous êtes fatigué aujourd'hui et vous n'êtes pas à votre place. Moi, quelque part, j'ai eu certaines révélations, hein, à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que... hop, un camion qui passe. Ici, c'est du live, hein. Il n'y a pas de micro professionnel. Je suis avec mon petit micro. Je suis retourné dans ma chambre avec balcon. Mais oui, il y a des camions qui passent par moment. Et qui font un bruit de fou. Voilà, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il nous fait du tuning, le truc, ou quoi? Course? Ça se passe comment? Donc... Pema avait ce côté de dire les choses un peu franc-jeu, ça se dit? Enfin, il était franc, quoi. Et j'ai fait rire un peu tout le monde toute la semaine parce que mes questions, je me prenais tout le temps un petit vent. Il y a une autre question que j'avais posée, c'était tac. Attends, est-ce qu'elle va me revenir cette question? Ah oui, je vais parler des méditations de visualisation. Parce que là, on méditait beaucoup pour le détachement. C'est le bouddhisme, hein. Pas d'attachement. On est attaché à rien, on est dans la neutralité. Le but, c'est d'arriver à quelque chose où on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est dans un instant présent, sans désir.
sans attachement, pour trouver une sérénité et trouver en fait tout ce qui nous fait du mal dans la société, à savoir envie d'eux, le désir qui crée de la douleur, parce que si on n'a pas, on est déçu, ceci, cela, etc. Là, le bouddhisme, en gros, c'est vraiment arrivé sur cette neutralité. Et je lui ai dit, mais là, on médite sur des méditations guidées sur la mort, afin de trouver le rien et de ne plus avoir peur de la mort. Sur la compassion, ok, je comprends, mais c'est guidé. Qu'est-ce que tu penses des méditations de visualisation, de façon à manifester ce qu'on veut dans la vie? Là, il m'a regardé et il m'a dit, well, I think it's New Age crap. Donc, en gros, je te le traduis, je pense que c'est de la merde New Age. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Alors pareil, il le dit avec une façon très posée, un petit sourire quand même sur le visage, de façon à me dire que lui, il fait un enseignement bouddhiste et il n'est pas là pour créer un truc New Age. On est bercé dans les trucs New Age et je fais partie des personnes qui vous parlent, sans dire le mot New Age, d'une forme de New Age. Quand je pose des intentions, quand je bois une bière pour créer une rencontre le soir, c'est du New Age. Quand je vous parle de manifestation, en vrai, il n'y a rien, il n'y a aucune science qui vous dit que c'est vrai que ça marche, il n'y a pas de chant quantique ou que sais-je. Il y a vraiment peu de choses qui sont prouvées à 100%. Beaucoup de gens vous parlent de choses en vous disant c'est comme ça, c'est sûr, c'est prouvé scientifiquement, prennent même les neurosciences pour vous dire que ça se passe de telle et telle manière. Quand on creuse réellement, tout ça repose quand même beaucoup sur des croyances. Et c'est ce que m'a dit Pema durant la méditation. Est-ce que toi, ça te fait du bien de faire de la visualisation créatrice afin de manifester ta vie? Si ça te fait du bien, oui. Mais pourquoi ça serait un problème? Parce que, en créant finalement une attente, un désir du futur, on crée aussi de la douleur si on n'obtient pas ce qu'on veut. Si je pose une intention et que j'ai pas ce que je veux, je vais avoir de la frustration. Et c'est là où tout l'enseignement de Pema lors de cette retraite fait sens, c'est que quelque part, sa définition du bonheur, c'est de créer un esprit calme, de créer un non-attachement et une liberté totale de qui on est face à nos pensées, face aux autres, face à la société. Parce qu'on est attaché à rien. Et c'est intéressant, du coup, ce point de vue-là, parce que je me rends compte que moi, je ne suis pas prêt. Non. J'ai testé, on a terminé sur du vipassana, donc vraiment regarder notre pensée, n'y prêter aucune attention. Ça m'a fatigué. Franchement, ça m'a fatigué. Et j'avoue que j'aime bien méditer sur une méditation de visualisation pour créer un futur dont j'ai envie. Pour l'instant, ça ne me fait pas de mal, donc je choisis cette croyance-là et je l'applique. Toi, je te questionne aujourd'hui, dans la méditation, si tu en fais, si tu n'en fais pas, pourquoi tu n'en fais pas, et est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu n'aimes pas, enfin, essaie de voir, et vois où tu te trouves. Est-ce que tu penses qu'effectivement, la visualisation créatrice avec de la manifestation, c'est du New Age crap, de la merde, mais si ça te fait du bien, vas-y fais-le, mais toi, t'es pas pour. Ou en gros, est-ce que tu es pour le côté bouddhiste? Bah oui, si on n'a aucun attachement, si on est détaché de son esprit, et ben à ce moment-là, on peut créer une liberté totale qui demande, je tiens à le préciser, des années de pratique. Pema nous a un peu raconté son histoire. C'est quelqu'un qui a passé des années à prier, enfin à méditer, à apprendre de personnes, de mentors, quelque part, en Asie. Il n'est pas devenu la personne que j'ai rencontrée comme ça. Et ça, c'est aussi intéressant de comprendre que les choses, les choses ne viennent pas avec un claquement de doigts. Donc Pema, ce fut franchement assez marrant parce que c'était toujours des conversations hyper intéressantes, mais en même temps, je pense qu'il a bien vu qu'il me retrouvait pas. On n'était pas toujours
À un moment donné, j'ai posé la question parce que je vais te parler juste de ça après. J'ai commencé à être un peu emmerdé par les gens parce que je trouvais que les gens ne respectaient pas assez le silence. Et c'est devenu mon problème. C'est un peu le problème des 7 jours, c'est que ma tête revenait toujours sur les gens sont irrespectueux. Et ça tournait en boucle. Les gens me font chier. Les gens sont irrespectueux. Parce que c'était pas exactement comme je voulais. Et un jour, enfin c'était rapidement, hein, ça devait être le 2e ou 3e jour, je lui ai dit, ce matin j'ai médité, j'étais allé dans la salle commune, j'étais pas resté dans ma chambre. Et dans la salle commune, je trouvais que les gens... ils font un peu de bruit, quoi. T'es censé être dans une salle de méditation, des fois, on aurait dit un éléphant qui rentrait, quoi. Et je comprenais pas, et du coup, ça m'emmerdait, et j'avais dit, sans vouloir juger les gens, mais en tout cas en disant, ouais, je trouve que les gens, ils font un peu de bruit. Enfin, non, j'ai été dérangé par le bruit des autres, je sais que c'est mon calme intérieur qui n'était pas calme. Comment faire quand on est dérangé par l'extérieur, alors qu'on sait que c'est à l'intérieur qu'on doit trouver le calme? Bon, encore c'est très bouddhiste justement, hein. Ne pas être attaché par l'extérieur, mais trouver le calme personnel. Et là, il me dit, ben, t'as qu'à leur foutre un point. You should punch them, qui me sort. Ça fait rire tout le monde. Et c'est là où je trouvais que des fois, ça manquait... parce qu'en fait, il m'a dit, tu dois prends du recul, concentre-toi sur toi, et fais en sorte que l'extérieur ne soit plus justement quelque chose qui t'agace. Mais c'est facile à dire. Hein. Dans les faits, je comprends peut-être qu'après des années de méditation, on arrive à ne plus être agacé par l'extérieur. En l'occurrence là, quand il m'a dit ça, bah oui, sa réponse de t'as qu'à les frapper, ça te fera du bien. Oui, c'était marrant sur le coup, mais la réponse qu'il m'a donnée après ne m'a pas forcément aidé parce que c'était quelque chose qui me paraissait théorique. Donc, pour la partie méditation, si tu veux, j'ai trouvé ultra intéressant, j'ai adoré les moments parce que le cadre, parce que Pema, j'aime beaucoup Pema, ce qu'il dégage, etc. Tout ça, j'ai adoré, même si je ne suis pas rentré avec passion dans le détail de cet enseignement tibétain, enfin bouddhiste. Par contre, mon coup de cœur, ça a été la partie yoga. La partie yoga a été absolument géniale. On a eu une prof extraordinaire. J'ai adoré. Ce n'était pas du yoga occidental. Le dernier jour, on a eu un changement de prof. On a eu 2 heures pourries. J'ai détesté. On a fait du yoga pendant 1h40. On a médité pendant 20 minutes. C'était chiant, il n'y avait pas de rythme, c'était un enchaînement de postures. Je comprenais pas le sens parce que les 6 jours précédents, on commençait par 1 demi-heure de respiration, de breathwork. Je n'avais jamais trop pratiqué, j'ai adoré. Tous les jours, elle nous enseignait des respirations différentes selon les problématiques de la vie, avec un enseignement de yoga, de la vie, du lifestyle, à savoir quelle est la philosophie derrière le yoga. Donc elle racontait des histoires en nous faisant expérimenter la respiration. Et ensuite, on partait sur des yogas. Mais on partait pas sur 2 heures de yoga. Ça allait être 3/4 d'heure, 1 heure max, sur un yoga toujours différent. Alors des fois, on retrouvait des types de yoga. Je suis pas spécialiste du yoga du tout, donc je te donnerai pas de nom. Et en fait, c'était top parce que les cours n'étaient jamais les mêmes. C'était tout le temps différent. Et il y avait toujours des histoires pour nous parler du sens de la vie, de comment prendre la vie de telle ou telle façon. Et on terminait avec un bain sonore. Parce que la prof, Amy, elle faisait ce qu'on appelle du bain sonore, à savoir qu'elle avait des bols en cristal, elle avait une flûte, un peu le genre de flûte chamanique très grande, et elle avait d'autres instruments chamaniques, et on terminait par entre 1 demi-heure et 20 minutes de méditation sous fond sonore des instruments qu'elle avait. Et elle chantait. Incroyable. 2 heures exceptionnelles. Reconnexion au corps, reconnexion au corps, reconnexion à la respiration, reconnexion au sens, aux émotions grâce à la musique. J'ai adoré et j'ai adoré tout ce qu'elle dégageait, sa façon de faire les cours de yoga. Je lui ai dit, quand elle est partie, s'il y avait une prof comme ça à Paris, je serais toutes les semaines à faire tes cours. Et malheureusement, Audrey... que j'ai rencontré lors de ce voyage en Colombie et qui est avec moi,
qui est avec moi qui était avec moi lors de cette retraite, m'a dit, ben tu vois, en France, le yoga n'est pas comme ça. Le yoga est beaucoup plus sportif, un enchaînement de postures, et tu n'as pas la philosophie. Ça, c'était intéressant de voir que il y a d'autres façons de faire du yoga, et vraiment, j'ai adoré. De plus, j'ai fait avec elle une session de Reiki. Je ne connaissais pas. Et pour être honnête, je n'avais pas un avis très positif pour avoir écouté un jour un podcast qui démontait un peu le Reiki. J'avais été, je ne vais pas vous mentir, influencé quelque part. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai voulu tester, j'étais là, j'avais du temps. Et donc quand elle a proposé au groupe, on était 8, on n'était pas nombreux, de faire une session de Reiki individuelle à ceux qui le souhaitaient, j'ai accepté. Et j'ai été très étonné, très étonné. Le Reiki, c'est le rééquilibrage énergétique. Bon, ok, très bien. Pour les douleurs, mais aussi tout ce qui est émotionnel. Allez, on tente. J'étais dans cette pièce, c'était justement dans la pièce de yoga et de méditation, il y avait le soleil sur moi, le bruit de la rivière, le bruit des oiseaux. Cadre vraiment incroyable. Et pour ça, partir loin pour faire ce genre de retraite, ça te déconnecte tellement, ça te casse ta routine et t'es ailleurs. Et je pense que t'es embarqué aussi grâce au cadre. Et là, elle pose les mains sur ma tête. Paf! Excuse-moi, ça a dû... le micro a dû prendre un coup là. J'ai eu du violet. Or que la couronne, apparemment c'est le chakra couronne ou je sais plus quoi. Je suis pas, tu sais, même si je suis plutôt spirituel, développement personnel, j'ai pas un collier de chakra ou autre, etc. C'est-à-dire que je regarde ça de loin, mais je connais pas tout par cœur. Mais là c'était fou parce que je le savais pas. Mais en fait, elle m'a dit, enfin je l'ai su qu'après, mais que j'avais la couleur du chakra qu'elle touchait. Et j'ai eu des visions, mais à n'en plus finir. J'ai vu des cœurs, je me suis vu petit, j'ai vu ma mère, j'ai eu des visions qui n'avaient rien à voir. Et après, je suis parti dans un sommeil, enfin à moitié endormi, mais tout en rêvant, avec des hallucinations. Enfin, ça a été 3 quarts d'heure assez intense. Et elle a tiré des cartes. Et il y avait 3 cartes. Et là, en fait... c'était fou parce que le résultat était tellement incroyable, tellement clair. Elle m'a dit, Nicolas, tu sais, aujourd'hui ça va être compliqué de trouver quelqu'un dans ta vie parce que tu ne t'aimes pas. Il y avait 3 cartes. La carte de s'aimer avant tout. La carte qui suivait, c'était la carte de j'ouvre mon cœur pour aimer les autres. Et la carte d'après, c'était « Je trouve l'amour » et c'était un homme sur la carte. Et elle me dit « Regarde comme c'est incroyable le tirage. » J'avoue qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les visions que j'ai eues. Je ne comprends pas comment le tirage était excessivement vrai. Ma problématique actuelle, c'est que je ne m'aime pas assez. Et c'est basique et c'est peut-être un peu facile de dire ça, un peu cliché. Mais comment aimer l'autre si l'on ne s'aime pas? Comment aimer l'autre si l'on ne s'aime pas? Bah oui, là aujourd'hui, je sais que j'ai une véritable reconnexion à faire sur l'amour personnel. Donc pour reconnecter à l'autre, faut reconnecter à moi. Et elle m'a fait enfin, tu vois, encore une fois, là, je vais pas rentrer dans le détail. Je trouve que je parle déjà beaucoup, mais c'est pas intéressant non plus de rentrer dans ce détail-là. Ce que je veux dire, c'est que elle m'a clairement dit, en fait, aujourd'hui, on a vu que j'ai eu enfin, on s'en fout. Je vais pas parler de mes parents. C'est pas. En fait, elle a réussi à mettre le nœud sur le point sur le problème. Et elle dit aujourd'hui, tu n'attires pas les bonnes personnes parce que tu cherches la sécurité.
J'ai ri quand elle a dit ça. Bah oui, effectivement, moi et la sécurité, c'est quand même un gros sujet. Et elle m'a dit, tant que tu chercheras la sécurité chez ton partenaire, bah à partir de là, tu ne vivras pas la relation que tu veux. Mais donc, tu cherches la sécurité parce que tu n'as pas la sécurité personnelle. Quand tu t'aimeras et que tu auras une sécurité personnelle, alors tu pourras aller sur des relations qui te challenge et sur une relation qui te convient. Je te fais un big résumé de la session. Mais c'est tellement vrai, tellement juste. Et encore une fois, c'est tellement fort parce que dans une retraite comme celle-là, t'es tellement connecté à toi, t'es tellement déconnecté au reste, que du coup, les choses arrivent assez naturellement, assez fluidement. Donc, je te laisse un peu imaginer entre les méditations d'enseignement bouddhiste que je comprenais pas forcément, mais qui m'aidaient à rentrer dans un moment présent, une neutralité, plus le yoga qui me connectait à mon corps, plus le Reiki qui m'a délivré des messages que j'ai trouvé extrêmement forts, plus un autre massage ancestral. Alors là, j'ai fait un massage ancestral, j'ai parlé pendant 30 minutes face à une Colombienne d'ailleurs, qui parlait anglais. Elle m'a dit, je vais te faire le massage dont tu as besoin. Pendant 1 heure, j'ai souffert le martyre. Elle a débloqué les énergies en appuyant extrêmement fort sur des points sur mon corps, en faisant glisser avec la force de ses mains. Ça m'a fait terriblement mal. Elle m'a dit, c'est normal. Elle m'avait dit, it will be a bit painful. Painful, là, c'est plus painful. Là, vous êtes en train de me tuer. On verra qu'est-ce que ça donne dans la suite. Moi, c'est entre guillemets le résultat que je veux. Après, si ça fait mal, mais qu'elle débloque réellement les énergies. Quand c'est comme ça, tu sais, moi, je suis un peu... je suis là. Donc, et si c'était vrai? Plutôt que de dire j'y crois pas, c'est peut-être un peu chelou, c'est peut-être un peu bizarre. Et si c'était vrai? De toute façon, si j'y crois, si mon cerveau y croit, effet placebo, ça ne me fera pas de mal. Enfin, si ce n'est ce moment douloureux. Mais si elle me dit, je t'ai débloqué les énergies, maintenant tout va bien, tout comme le Reiki, on y croit, on n'y croit pas, les cartes, allez, c'est déjà assez probant, les cartes qu'elle a tirées. Mais après, ce qu'elle m'a dit, je préfère y croire. Oui, je vais m'aimer, je vais rencontrer quelqu'un. Et elle m'a dit, tu vas rencontrer quelqu'un et ça va être incroyable. Je préfère y croire. Je n'ai pas envie de croire le contraire. Et si c'était vrai? Pose-toi les questions dans la vie aussi des fois. Et si c'était vrai? Quand on te dit quelque chose, t'es un peu sceptique, t'es un peu cartésien. Et si c'était vrai? Si c'était vrai et que ça t'arrange, crois-le. J'ai envie de te le dire ça, quoi. Le challenge que j'ai eu lors de ces méditations, ça a été vraiment dans ce silence, dans ces marches méditatives, dans le yoga, etc. Ça a été ces moments où il y avait des gens qui chuchotaient. Ou à la fin du Reiki, par exemple, j'ai aussi eu un des mecs qui était là, qui faisait, il arrivait le matin, il soufflait en mode il buvait son café, il mangeait un bout de son assiette, J'étais là, mec, s'il te plaît, quoi. Enfin, ouais, c'est bon, t'es là, on t'a vu, on t'a compris. Australien vivant à New York, on était sur une sorte de caricature new-yorkais, la quarantaine, il a 42 ans, 43 ans. 43 ans, plutôt beau gosse dans le stéréotype, je vis à New York, j'ai un bon boulot, tout ça. Et regardez comme je suis là, regardez comme je ris, quand des fois il y avait aucune raison de rire. Et qu'est-ce qui m'a agacé? Alors des fois je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un effet miroir? En fait, effet miroir ou pas, juste ce mec m'énerve. Dès qu'il est là, il m'énerve, son énergie m'énerve. Et vu qu'il avait un côté un peu, dès qu'il pouvait placer un mot, même dans les moments silencieux, ça m'a mis hors de moi. Et quand le jour de la séance de Reiki, il a débarqué sur le balcon de la salle de méditation yoga / séance de Reiki, et que 5 minutes avant, il a commencé à parler avec une autre américaine, sans du tout chuchoter, ça m'a fait péter un câble. Et j'ai réalisé, parce que certes ça m'a énervé, mais en fait moi ça me monte dans ma tête. Et quand je suis énervé, je serai énervé jusqu'au moment où ça passe, mais des fois ça met du temps. Et là, toute la séance de yoga, j'étais sur ce mec est un connard, il m'énerve, j'en peux plus. Et du coup ça restait dans ma tête. Alors comment trouver la connexion à soi quand on est en train de juger un mec en face et qu'on est en train de l'insulter de tous les noms? C'est compliqué. Donc là, ce que j'ai compris,
c'est que déjà l'adaptabilité, je l'ai pas forcément, et que j'ai trop d'attentes, beaucoup d'attentes, et que du coup, en ayant des attentes, c'est dur pour moi de me recaler à une forme d'adaptabilité et de lâcher prise. J'en ai parlé avec Pema. Il m'a dit, il y a trois choses à faire quand on est énervé et qu'on a quelque chose en tête qu'on n'arrive pas à changer. La première chose, c'est de pouvoir, c'est éviter. Donc, comme il m'a dit, si pendant qu'ils mangent, ils font trop de bruit ou tu sens qu'il n'y a pas le calme que tu veux, tu pars et tu vas manger ailleurs. C'est un exemple concret. Après, tu vois comment tu pourrais le mettre dans ta vie. Donc, c'est avoid, c'est éviter. Tu évites la situation pour toi trouver ton calme intérieur. Si la situation ne te convient pas. Le deuxième point, c'est transforme. Tu es dans une situation qui ne te convient pas. Transforme, c'est voir la situation d'une autre manière. Prends du recul, par exemple. Donc là, ce mec, par exemple, il prend trop de place à mon sens par sa présence lors des repas. Je me mets sur une colline, visuellement dans ma tête, et je regarde la situation et je me vois comment j'agis. Et souvent, tu te dis, t'agis pas très juste parce que ça te fait pas du bien. Lui, il s'en fout. Lui, il est bien. C'est toi qui es mal. Comment tu peux lâcher? Si tu regardes, si c'est plus toi dans ton corps, mais toi sur une colline, comment tu peux transformer? Ou alors, comme il disait, tu peux aussi travailler ton empathie et mettre de la lumière sur la personne qui t'énerve. C'est challengeant. Mais je pense que ça peut aider. Ça peut aider parce que, je vais te le dire maintenant, mais ce mec qui m'a quand même un peu challengé, il faut savoir que après ce yoga où j'étais très énervé, qui les dérangeait les 5 dernières minutes de la session Reiki, je suis allé le voir et en fait j'ai été honnête. Je lui ai dit, écoute Ben, tout à l'heure tu étais là, je faisais une session de Reiki, c'était mon moment. Je ne voulais pas être dérangé et t'as parlé à haute voix dans un moment qui était censé être silencieux et où tu ne devais pas parler. Ça m'a dérangé. Ça m'a fait beaucoup de bien de lui dire. Je l'ai dit gentiment, je l'ai pas envoyé chier. Il m'a regardé, il m'a dit « Je suis vraiment désolé, ce n'était pas mon intention, je te présente mes excuses, est-ce que tu les acceptes ?» Rien que ça m'a soulagé. Dans toute situation que vous vivez, je comprends et surtout, je vous conseille, parlez-en. Communiquer, c'est la clé. S'il y a un problème, communiquer, ça aide tellement. Et ce que j'ai su, parce que en fait, par exemple, il y avait un couple et une amie, et pareil, alors ils étaient silencieux, mais ils avaient leur téléphone, ça me dérangeait, il y avait un truc qui me titillait. Et j'ai appris par la suite, puisque le dernier jour, on a parlé ensemble, déjà ils sont adorables, et de deux, en fait, il y a eu une erreur. Ils pensaient être sur une semaine de yoga, et pas sur une semaine silence. En fait, toutes les semaines, ça change. Semaine silence, et après semaine yoga, où il y a beaucoup plus de yoga dans la journée, pas que 2 heures, je crois qu'il y en a 4 ou 5. En fait, ils sont plantés. Donc eux, quand ils sont arrivés, la désillusion. Tu viens entre potes, couple plus une amie, tu voyages depuis plusieurs mois et tu penses faire du yoga toute la journée et tu te retrouves à être à faire de la méditation, à être dans le silence la plupart du temps. Effectivement que eux, en fait, ils ont été très silencieux, mais moins que s'ils y allaient pour ça. Donc, par moments, il y avait un peu des parasites, ils chuchotaient, ils avaient leur portable, parce qu'ils n'étaient pas dans le mood du silence. Et donc, on en a parlé, on a rigolé de la situation, ils se sont excusés de m'avoir un peu dérangé, mais moi je l'ai pas dit. Donc, encore une fois, elle m'a dit, si tu m'avais dit, nous on aurait vraiment été inexistants. Et encore une fois, pourquoi je l'ai pas dit? Parce que j'osais pas, je voulais pas être le mec qui était chiant. Ben, j'ai pu lui dire, ça a été beaucoup plus clair, beaucoup plus calme. Et en fait, le dernier jour, en parlant, j'ai appris que il élevait 4 enfants seul, de 7 à 12 ans, parce que sa femme est décédée, et qu'en fait, ce mec qui prend beaucoup de place cache sûrement une énorme douleur et venait réparer quelque part une partie de lui suite au décès de sa femme. Ça m'a excessivement touché. Attention quand vous jugez les gens. Attention, où est la vérité derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire de la personne? Et c'est un peu ça ce que je vous disais dans Marche contemplative. Hein. Quand j'avais ce truc de... oui, mais quelle est la vérité? La vérité, c'est qu'on juge continuellement les gens
en pensant qu'on a notre vérité. Mais c'est nos lunettes, c'est pas la vérité universelle, il n'y a pas de vérité. Et ça, c'est intéressant, je trouve, de prendre du recul aussi. Donc cette retraite de méditation, elle est bien plus que juste du silence. Ça m'a permis de comprendre plein de choses sur moi, sur ce que je veux, sur ce que je ne veux pas. Ça m'a permis de me challenger face à mon adaptabilité et mon jugement permanent des gens. Ça m'a permis de m'ouvrir au bouddhisme, enseignement que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de découvrir un yoga avec toute la philosophie autour qui m'a passionné. Et ça m'a permis de me reconnecter au corps, aux émotions. Ça m'a permis de faire le vide et de me dire que ma vie, je ne veux pas la mener comme je l'ai menée les 8 derniers mois. Je veux rencontrer du monde, je veux connecter à l'autre, je veux mettre de la clarté dans mes envies, je veux prioriser ma vie et ne plus avoir la tête dans le guidon. J'ai aussi conscientisé que je veux méditer tous les jours, 10 minutes, pas plus, on s'en fout, pas besoin d'être Bouddha, 10 minutes. Que je veux pouvoir écrire mon intention de la journée. Tous les jours, là, j'ai posé des intentions. Tous les jours, en posant une intention, j'avais une réponse. Ça, j'ai adoré. Donc, pourquoi pas le faire à Paris? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et toi, qu'est-ce qui t'en empêche? Je te pose la question aussi. Évidemment, je parle de moi, mais en parlant de moi, je parle de toi. Aller marcher, ça aussi. Bah ouais. Même si c'est à Paris, c'est pas grave. De la musique méditative, aller dans un parc, même dans la rue, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'à Paris, on est obligé d'être ce Parisien qui court partout? Ah non, on n'est pas obligé. Donc, reconnecter à ça. Tu vois, c'est des choses comme ça qui sont simples à mettre en place, mais qui me permettront, je pense, d'être beaucoup plus calme. Et, petite nouveauté aussi, c'est qu'un matin, enfin plusieurs matins d'ailleurs, en me réveillant vers 5h30, j'avais des flashs, des envies. Ben oui, quand t'enlèves le rien, quand t'es dans le rien, quand t'enlèves le superflu, quand t'es dans le calme, on entend beaucoup mieux. C'est ce que je disais avec la citation du début. Tu sais, cette citation que je trouve percutante. Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. En tout cas, les idées créatives arrivent. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie? Ben, j'ai réalisé que j'ai potentiellement envie de créer des programmes. Parce que j'ai traversé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'aimerais bien partager. Et donc, il ne serait pas impossible qu'en plus des séances de numérologie que j'adore faire, alors j'ouvre vraiment des sessions par semaine, enfin par semaine par mois, mais j'en ai pas, en général c'est 5 par mois, pas plus. Mais j'aimerais bien créer un programme sur la clarté. J'adore ce sujet-là, ça me passionne. Et j'ai tellement bossé le sujet pour moi qu'aujourd'hui, je me dis, pour ceux qui sont paumés, je suis sûr que je pourrais les aider grâce à la manière dont j'ai cheminé vers la clarté. Ou un programme sur la réussite de projet. J'ai toujours commencé des projets en partant de zéro. Je voulais être chanteur, j'ai chanté à l'Olympia. Je voulais faire de l'humanitaire. 6 mois plus tard, j'étais à New Delhi et je faisais de l'humanitaire. Je voulais créer un podcast. En 1 an, j'ai dépassé les 100 000 écoutes et je suis dans le top 50 régulièrement du développement personnel. Comment on crée ces envies? Comment on crée ces projets en partant de zéro et en réussissant? J'ai remarqué que tout ça, il y avait un process. Et pourquoi garder tout ça pour moi? Pourquoi je pourrais pas le partager? Donc voilà, c'est des idées qui me sont venues. Et en fait, ces idées viennent parce que j'ai laissé de la place. Bon, évidemment, il y a aussi sur un point de vue sentimental, sur qu'est-ce que je veux faire de mon appartement à Paris, est-ce que je veux déménager, il y a plein de choses comme ça qui sont apparues. Alors c'est ça. C'est ça la retraite silencieuse de méditation. C'est réussir à se déconnecter pour mieux se reconnecter à soi. Et je te le souhaite, de pouvoir prendre ce recul des fois dans une vie, parce que là, ce que je t'ai partagé est quand même très personnel. J'espère que ça t'a parlé, mais sache que si toi, tu le mettais en place, ce serait ta propre vérité que tu trouverais. Et c'est vraiment, je t'encourage à aller chercher cette vérité. Si tu ne l'as pas, si tu ne te sens pas à ta place, écoute, embrasse ce vide, embrasse le silence pour pouvoir le faire. Tu peux le faire chez toi, si tu habites à la campagne, tout couper pendant quelques jours, un week-end, tu peux prendre un Airbnb, tu peux aller dans une retraite silencieuse, tu peux aller à l'étranger. Il y a beaucoup de solutions possibles, des plus économiques aux plus chères, quelque part. Moi, comme je l'ai dit, j'avais besoin d'un cadre.
Je peux pas le faire tout seul. J'ai besoin d'être encadré. Mais toi, vois ce qui te semble juste. J'espère en tout cas que ce partage aura pu t'inspirer. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, un petit like, un petit commentaire, tout ça. Et next time, qu'est-ce que c'est? Next time, c'est l'ayahuasca, retraite chamanique, qui commence demain. C'est important pour moi de faire les épisodes vraiment à chaud. C'est-à-dire que juste avant de faire la retraite silencieuse, j'ai fait l'épisode sur mes 2 premières semaines en Colombie. Là, c'est l'épisode sur la retraite silencieuse. Et je pense que la semaine prochaine tombera l'ayahuasca comme épisode. Pourquoi je le fais à chaud? Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis parti alors que ça fait 3 semaines. Le temps est littéralement différent quand on est à l'étranger, je trouve. La vie n'est pas la même, c'est beaucoup plus dense, il se passe beaucoup plus de choses. Et donc, pour essayer d'être le plus juste et en tout cas vous donner à chaud mes réactions, je vous partage. Enfin voilà, en général, je prépare le début de l'épisode, mais après, je vous parle comme si je faisais un vocal à mon meilleur ami finalement. Et je me rends compte que les épisodes sont assez longs. J'espère qu'ils sont pas trop longs pour vous, mais ça me paraît être le plus court. Et sachez que là, moi, je vais me faire mon kiff absolu. Il est 17h20 en Colombie, à savoir il est minuit 20 en Europe, et l'album de Billie Eilish est sorti. Je sais que pour vous, franchement, j'imagine que la plupart d'entre vous voilà, c'est le dernier de vos soucis et le dernier de votre envie. Moi, c'est mon excitation pure et simple là de me dire waouh, je vais aller écouter l'album de Billie Eilish en sortant de la retraite silencieuse. Croyez-moi que là, une petite marche contemplative avec Billie Eilish dans les oreilles, ça me met vraiment en joie. Allez, je vous dis à très bientôt et un petit message sur Insta si ça vous a inspiré en tout cas. Oh, et pour info, là où j'étais, si vous voulez aller voir, c'est la Casa des Loto. Casa, C-A-S-A, des Loto, Loto, L-O-T-O. C'est pas la Française des Jeux, hein. Voilà, en Colombie, à Guatapé, à côté de Medellín, qu'on prononce ici, pas Medellín, Medellín. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode de l'ayahuasca. Salut!